Bonjour, aujourd'hui nous sommes heureux de vous proposer un nouveau podcast en compagnie de Herman Agessi, président de l'Association des FinTech du Bénin, récemment créée. Au cours de cette session, il partagera avec nous des informations exclusives sur cette initiative et ses ambitions pour le secteur. Bonjour Herman, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous commencer par vous présenter et présenter cette toute jeune association FinTech du Bénin? Bonjour Adama, bonjour, merci de me recevoir sur votre podcast. Je suis Herman Agessi, je suis cofondateur d'une fintech, on va dire, régionale ou panafricaine qui s'appelle FedAPI. Donc FedAPI, c'est une fintech qui a son quartier général au Bénin, mais qui officie dans à peu près tous les pays de l'UEMOA, on va dire, sauf en Guinée-Bissau. Et donc, nous sommes sur le pan des systèmes de paiement. Et récemment, nous avons lancé un portefeuille qui est arrimé à une carte de crédit virtuelle, donc quelque chose qui est vraiment en vogue de plus en plus. Et donc, je crois que j'interviens sur ce podcast aussi à titre de président de l'Association des FinTech du Bénin. Cette association, elle est toute jeune, comme vous l'avez mentionné en entrée. C'est une association qui a été créée par la volonté de plusieurs FinTech qui se sont mises ensemble pour dire, OK, le Bénin est quand même une très bonne position sur l'échiquier des fintech à l'échelle sous-régionale et même peut-être à l'échelle africaine. Le Bénin joue un rôle quand même depuis à peu près 6 7 ans dans l'écosystème numérique, dans l'écosystème de la finance digitale, qui n'est pas un rôle négligeable. Tous les autres pays, au moins de l'UEMOA, on va dire à peu près, ont créé leur association pour les fintechs. Le Bénin est resté un peu, on va dire, bon dernier sur ce volet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire le nombre de FinTech que l'on trouve aujourd'hui au Bénin et Oui, bien comment se sûr. font les adhésions? Alors, oui, il y a 7 fintechs fondatrices. En termes de représentativité de part de marché, ces fintechs à elles seules peuvent représenter au moins 90% de l'échiquier. Pour intégrer l'association, c'est tout à fait simple, hein. La demande d'adhésion, elle est spontanée, mais l'accord de l'adhésion n'est pas systématique. Il y a une commission euh, qui est, qui est en charge des adhésions, qui va étudier en fait votre dossier, puis votre dossier passera en conseil d'administration, et puis ensuite, on vous accorde l'adhésion. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment est-ce que l'association soutient-elle ses membres et quelles sont les activités principales de l'association? Il faut déjà comprendre que l'association, qu'elle soit créée, c'est quelque chose que tout le monde a applaudi des deux mains parce que c'est important qu'on ait un creuset pour discuter, pour présenter des doléances, pour être fort en face de d'autres entités. Il faut dire aussi qu'on prévoit avoir donc une association à l'échelle maintenant de l'UEMOA. Ce sera créé, c'est en cours aussi, qui sera donc un ensemble de toutes les associations nationales. Alors, comment on soutient nos membres? Il faut déjà voir c'est quoi nos objectifs. Le premier objectif, c'est de bâtir un écosystème qui repose en fait sur un transfert de connaissances, un échange d'idées et puis donc qui appuie le développement, la diffusion et l'intégration des technologies financières au profit des entreprises que nous formons, mais aussi au profit des populations. Parce que, étant dans le secteur, on remarque très bien qu'il y a un véritable problème d'éducation financière, d'éducation digitale, et on ne peut pas laisser les gouvernements ou les États tout faire. Si nous-mêmes on veut accroître, on va dire en griffe, nos chiffres d'affaires ou nos revenus et autres, on a beaucoup travaillé sur les populations et autres. Deuxième objectif chez nous, c'est encourager l'innovation, l'expérimentation et le développement de l'industrie fintech. Donc, aujourd'hui, il y a des fintech, mais il faudrait faire des émulations, en fait, pour qu'il y ait d'autres qui se créer des tremplins, en fait, pour des jeunes qui viennent et qui arrivent à créer plus de valeur ajoutée peut-être que nous, ou peut-être nous aident aussi à créer de la valeur ajoutée. Et troisième objectif, c'est de fournir les clés de compréhension de l'industrie par des recherches et des études, des analyses de tendance, des benchmarks, et tout ce qu'il faut en fait pour accroître la compétence technique et managériale nécessaire à l'innovation financière.
Et dernier objectif, c'est donc de représenter ou bien de représenter toutes les fintechs du Bénin valablement envers les régulateurs ou les institutions publiques de l'État. Aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous faire de la réglementation? Quelle a été l'évolution de la réglementation au cours des 5 dernières années et quelles sont les réformes majeures qui ont marqué ou façonné cet écosystème? C'est un bon point que vous touchez parce que la relation avec le régulateur, quand même, est l'un des objectifs phares euh, parmi les objectifs que j'ai cités, sinon le plus important d'ailleurs. Sans les régulateurs, que seraient les fintechs, on va dire? Alors, pour qui connaît l'historique, les fintechs ont toujours exercé dans un petit vide juridique pendant quelques années parce que les régulateurs il n'y avait aucun élément dans les lois bancaires passées qui interdisait l'activité fintech. Et de la même manière, il n'y avait aucune loi non plus qui permettait ou bien qui facilitait la tâche aux régulateurs pour suivre les fintechs. Donc, à la fois, les fintechs pouvaient exercer parce qu'il y avait un petit vide juridique, mais à la fois, ils pouvaient échapper facilement au contrôle du régulateur. Bon, il faut dire que la plupart des fintechs qui se créaient quand même ne demandaient qu'à être réglementés. On n'a jamais dit non à cela. Et vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas d'association directement comme ça dans chaque pays a beaucoup retardé les choses et a même beaucoup biaisé la compréhension peut-être du régulateur sur certains concepts, certaines dispositions que les fintechs vivent ou dont les fintechs ont besoin. Et je sais que le régulateur, quand même, malgré qu'on dit qu'ils sont très conservateurs, ils ont essayé de faire pas mal de démarches pour voir avec qui ils pouvaient parler, avec qui ils pouvaient prendre langue. Au Bénin, il n'y en avait pas. Et bon, heureusement, dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, il y en a eu, il y avait des associations qui étaient déjà créées. Donc, il n'y a pas forcément des associations fintech, mais des associations dans le domaine digital et autres, sur lesquelles la BCEAO a pu compter un peu pour prendre, voilà, pour faire une petite étude, des enquêtes, pour savoir, pour comprendre mieux les fintech. Sauf que c'était quand même carrément insuffisant parce que euh, nous considérions que la BCAO avait pu faire un petit benchmark et avait une bonne liste par pays des fintechs et pouvait, même s'il n'y avait pas d'association, appeler les promoteurs. On ne sommes pas plus d'une centaine, hein, appeler les promoteurs de façon plus formelle pour qu'on puisse contribuer régulièrement. Au final, décembre 2023, je crois, fin décembre, on apprend qu'il y a une loi bancaire qui va couvrir maintenant les fintechs. Bien. C'était quand même une bonne nouvelle parce que maintenant, on aura une réglementation plus ou moins juridique et ça affirme la légitimité des fintechs. Sauf que la fintech a vocation à avoir, euh, a, a besoin de flexibilité dans son organisation, de flexibilité dans, dans, dans sa créativité. Et on espérait quand même qu'une loi bancaire pouvait préserver cela, cette flexibilité qui est un gage vital pour l'innovation. Quand il n'y a pas de flexibilité, l'innovation est un peu embrigadée. Voilà, vous voyez. Bon, la loi bancaire sur les établissements de paiement a vu le jour, donc je crois en fin décembre 2023. Et en janvier, on a commencé à tous recevoir cette loi bancaire qui aujourd'hui régit un peu les établissements de paiement, qui sont les fintechs, et nous permet de demander un peu comme une licence. Donc, pour votre question, est-ce qu'il y a eu une évolution? Bien sûr, si on en est là aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution. Donc, on va remercier la BCEAO. Il faut bien commencer quelque part. Il faudra l'améliorer pour que ça ressemble vraiment au fintech, ça ressemble vraiment aux startups que nous sommes. Mais elle reste une loi à laquelle on va essayer de se conformer. Tout le monde grouille déjà, se grouille déjà pour se conformer et avoir cette licence. Et ça va beaucoup nous aider parce que vous savez, avant, chaque fintech allait de son lobbying ou de son va-tout pour signer tel partenariat ou aller, en tout cas, pour aller sur le marché ou bien aller voir des organismes. Tout le monde avait peur. Est-ce que on pouvait faire confiance aux fintech? Ah, mais qu'est-ce que la BCEAO dit? Est-ce que vous avez une couverture de la BCEAO et tout? Avec cette loi, quand vous avez aujourd'hui la licence, tout ça est réglé. On va travailler pour demander à la BCEAO d'améliorer cela. C'est pour ça maintenant qu'il y a l'Association du Bénin qui aura l'Alliance des fintechs de lui et moi. Et ça ira bien, j'espère.
Alors, cela me permet de rapidement m'orienter vers les offres de FinTech au Bénin. Quelles sont aujourd'hui les offres de services les plus populaires et existe-t-il des demandes aujourd'hui de la population qui n'ont pas encore eu de réponse vis-à-vis des FinTech de l'écosystème? Le domaine le plus phare couvert par les fintech au Bénin, c'est le domaine du paiement. Vous connaissez très bien, donc paiement en ligne, paiement de masse. C'est le domaine qui est le plus couvert. Mais il faut dire qu'il y a d'autres initiatives qui sont dans les transferts cross-border, la crypto-monnaie. Donc le Bénin, par exemple, a en son sein l'une des plus grandes fintechs de crypto-monnaie de l'UEMOA qui, euh, qui évolue très bien. Il faut dire que on parle de réglementation, mais aucune réglementation n'est déjà allée euh, vers, euh, vers ce volet-là. Est-ce qu'il y a des demandes des populations qui restent encore à être couvertes par les fintechs? Oui, il y a des domaines sur l'assurance numérique. Il y a des demandes sur l'assurance numérique. Les populations demandent on va dire, hein, pour ce qu'on voit, que des produits en assurance numérique puissent être de plus en plus développés. Donc, ce qu'on appelle en anglais de l'insurtech, mais vraiment avec de la valeur ajoutée contextualisée. Parce qu'il y a de l'insurtech dans d'autres pays de l'Europe et autres, mais l'Afrique a aussi ses réalités. Donc, il faudrait contextualiser l'assurance numérique et les populations en ont besoin, elles le demandent. D'accord? Il y a des demandes sur le crédit numérique de plus en plus. Vous voyez, on parle de fintech, mais on parle de banque, on parle aussi d'inclusion financière. Les fintechs sont venus catalyser l'inclusion financière. Mais quelle inclusion financière on peut faire sans essayer de réformer un peu et donc d'innover un peu dans tout ce qui est crédit? Il y a des demandes aussi sur tout ce qui est banque numérique au Bénin. On n'a pas vraiment de fintech qui interviennent dans le secteur de la banque numérique. Et on sait que les connaisseurs hein, sur la chose digitale et qui ont l'habitude d'utiliser pas mal de solutions sur le Bénin veulent bien voir une fintech sortir de terre dans le domaine de la banque numérique. Ça reste difficile parce que la BCEAO a mis pas mal de freins ou de garde-fous pour que ce soit facile. Mais ce n'est pas impossible. Donc, il y a ce domaine-là qui reste un peu à être couvert. C'est vrai il y a des initiatives pour avoir des portefeuilles numériques de part et d'autre, mais ce n'est pas vraiment de la banque. Vous avez anticipé sur la question suivante concernant l'inclusion financière. Aujourd'hui, selon vous, quel est le rôle des fintechs dans l'inclusion financière au Bénin et quel est leur impact réel pour renforcer notamment les populations dans les zones rurales? Mais l'impact des fintech est vraiment frappant et les autres acteurs le remarquent très bien. Les banques, les assurances, les microfinances comptent beaucoup aujourd'hui sur les fintech pour toucher les populations non bancarisées. Parce qu'ils savent aujourd'hui toucher les populations bancarisées. Ils savent toucher les populations bancarisées, mais ils ne savent pas facilement toucher les populations non bancarisées. Ce que les fintechs peuvent faire à travers tout ce qui est initiative d'agrégation de paiement, tout ce qui est initiative de gestion de l'USSD, qui est un outil important de l'inclusion financière, euh, par l'utilisation de tout ce qui est agency banking, très important pour pouvoir divulguer ou diffuser vraiment l'éducation financière et digitale à travers les pays. Donc, oui, l'impact, il est vraiment fulgurant. Et puis, l'autre chose sur laquelle j'aime insister, c'est l'innovation, c'est la flexibilité. Donc, la rapidité avec laquelle les fintechs arrivent à innover, ce qui fait que les fintechs ont toujours une longueur d'avance. Et donc, pour ça, il y a pas mal de solutions qui sont en train de sortir de terre au niveau de plusieurs fintechs, qui sont des solutions qui vont encore plus faciliter l'inclusion financière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire quels sont les principaux défis que rencontrent les fintechs au Bénin? Est-ce que L'un des défis, c'était un peu plus de crédibilité parce que les, les populations, en commençant par elles qui sont consommatrices, et elles ont un peu plus peur, d'accord, à utiliser telle ou telle solution. Elles ne savent pas si c'est vraiment quelque chose d'homologué ou
mais avec la mise en place, comme je le dis, de cette loi bancaire qui arrive, ça va dissiper beaucoup plus de peur. Mais il faut dire qu'au Bénin, on a un peu plus de chance que dans d'autres pays, parce que depuis 2016, hein, beaucoup d'initiatives ont été mises en place pour aller très vite dans tout ce qui est digital. Et ils ne pouvaient pas aller vite sans les fintechs. Et l'État n'a pas attendu de formaliser des choses sur le plan public et autres avant de faire confiance à des fintechs locales. Et ces fintechs locales sont en plein au cœur de cette stratégie de digitalisation des services publics aujourd'hui. Donc, je ne vois pas la chose tout de suite en termes de défi. On va plutôt se dire qu'on remercie le gouvernement ou le secteur public pour avoir plébiscité en fait ces usages qu'on a ramenés. Ça a facilité la tâche et ça a permis à ce que les autres acteurs, que sont les microfinances et les banques et les assurances et d'autres hein, les acteurs, même le secteur privé en règle générale, ils ont moins de réticence parce qu'ils se disent il y a des solutions qui sont utilisées par le gouvernement donc c'est un peu comme une homologation de fait. Il y a pas mal de défis, par exemple, pour les fintechs qui sont dans le domaine de la blockchain ou de la crypto-monnaie. D'accord? On a vu une note du ministère des Finances du Bénin interdire il y a quelques mois toute transaction de crypto-monnaie. Et alors que, il y a quand même de l'innovation qui se fait dans ce domaine, de l'innovation crédible qui se fait dans ce domaine. Et je ne sais pas s'ils sont penchés avant de faire cette interdiction. Donc, ce volet, par exemple, des fintechs, ce domaine des fintechs reste un domaine qui a un peu de mal avec tout ce qui est, on va dire, homologation, crédibilité et autres. Et oui, il y a d'autres domaines hein, comme le domaine du transfert cross-border qui a aussi un peu du plomb dans l'aile. Donc, il y a ces défis-là qu'il faut relever, pouvoir faire en sorte que, on ait une synergie pour faciliter la mise en place d'innovations dans tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, dans tout ce qui est transfert cross-border aussi, de faciliter la tâche à FinTech qu'ils font. Au niveau de l'adoption, il y a un peu de frein. D'accord? Les populations, le taux de pénétration d'Internet, le taux de pénétration du mobile money, nous sommes liés à tout ça. Et évidemment aussi hein, sur les modèles économiques qui sont tout le temps remis en cause parce que la population, malgré tout, hein, malgré tout ce qu'on essaye de faire pour faciliter la tâche, elles ne comprennent pas correctement euh, l'importance hein, des modèles économiques qu'on met en place. Mais de plus en plus, ça va. De plus en plus, ça se comprend. Et puis, la loi bancaire qui vient nous couvrir va faciliter la tâche pour qu'on puisse mieux s'asseoir. Merci, Herman. Aujourd'hui, quels sont les risques majeurs des fintechs au Bénin? Alors, le premier risque, c'est, nous, on voyait quand même l'interopérabilité comme un risque. Hein. À la BCA, on nous dit, écoutez, allez voir comment vous faites, vous apportez de la valeur ajoutée. Et nous, on se dit, mais écoutez, on était sur un pont, vous venez sur le pont et vous nous dites, allez vous débrouiller encore une fois. Et donc, c'est un risque pour beaucoup de fintech. Si les fintech ne savent pas se réinventer, d'accord, on aura pas mal de soucis sur les fintech qui auront des problèmes qui pourraient même couler peut-être. Vous voyez déjà, on vous dit qu'il y a un peu de rigidité dans l'organisation qu'on demande aux fintech aujourd'hui. Cette rigidité peut affecter facilement la facilité de créativité et d'innovation des fintech. Une fintech qui n'innove pas peut mourir. Il y a aussi le risque au niveau de l'éducation des populations. Donc, si les usages sur la fraude et autres ne sont pas maîtrisés, il y a pas mal de risques au niveau sur tout ce qui est fraude, AML et tout. Donc, on doit savoir maîtriser tous ces points-là pour rassurer les connaisseurs, rassurer les régulateurs. Et l'autre risque, c'est le risque sur, comment je vais dire ça, le manque hein, de connaissance vraiment de toutes les réglementations dans chaque pays. Nous, ici, par exemple, il y a la PDP pour la protection des données personnelles. Et la FIN va servir à ça, alerter chaque FinTech sur les dispositions auxquelles il faut se conformer. Sinon, c'est un risque pour la FinTech qui ne se conforme pas. Donc, on vient les mitiger un peu en apportant du soutien.
par de la connaissance, par du partage d'expérience, partage de connaissances, la facilité donc de pouvoir appeler les institutions à nous écouter, à nous comprendre et à nous traiter différemment. Quels sont les facteurs clés de succès des fintech au Bénin? Il faut dire que le taux de pénétration du mobile est un facteur de succès. Vous savez que c'est un taux élevé aujourd'hui et tant qu'il y aura des téléphones mobiles, ce sera un facteur clé de succès pour les fintech. Le taux de pénétration d'Internet aussi, l'évolution ou l'arrivée de tout ce qui est intelligence artificielle, hein, nous donne aussi encore une technologie, un apanage par rapport à d'autres organisations qui sont un peu plus lourdes. Donc, c'est également aussi un facteur de succès parce que toutes les fintechs qui pourront dompter l'intelligence artificielle pourront facilement développer de nouveaux usages pour les populations. Alors, l'autre facteur de succès, c'est la digitalisation galopante des services publics. Donc, qui parle de services citoyens que ce soit au Bénin ou ailleurs, parle de paiement, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai qu'au Bénin, il y a une centralisation de la gestion des services publics au niveau de l'État. Donc, il n'y a pas vraiment une démocratisation pour qu'il y ait de la valeur ajoutée autour. On peut prendre, par exemple, je vais parler technique, des API ou prendre des web services de tel ou tel service et l'implémenter dans une autre application et pouvoir je veux dire, euh, le vendre. Donc, du coup, même malgré cette centralisation, le fait qu'il y a une digitalisation galopante des services publics offre une porte assez ouverte pour les fintechs. C'est un facteur de succès. Je veux dire, l'agrandissement hein, de tout ce qui est chiffres au niveau des transferts cross-border. C'est de plus en plus, quand vous suivez les chiffres de la Banque mondiale et de toutes les organisations qui suivent ces stats-là, les transferts ne font qu'augmenter. Et les banques restent figées sur leur modèle économique cher. Donc, tant qu'il y aura ça, c'est un facteur quand même de succès pour les fintechs qui sont dans ces niches-là, de pouvoir faciliter la vie aux populations. Les banques et autres institutions hein, financières ont plus de lourdeur à innover et à créer. Tant que ce sera ça, il y aura pas mal d'opportunités pour les fintechs. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des fintechs qui se créent uniquement sur la gestion financière personnelle. Donc, les outils de gestion budgétaire, les outils de gestion de suivi de dépenses et autres. Il y a pas mal de recherches aujourd'hui sur la RegTech, d'accord? Les technologies de réglementation, de conformité pour aujourd'hui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je dis quelque chose, comment est-ce qu'on identifie euh, chaque population, chaque personne, chaque citoyen de façon unique. Et donc, qu'on sait lui adresser très facilement les, les usages en termes de finances digitales et autres. Il faut bien pouvoir faire intervenir de la RegTech pour s'interfacer avec les fichiers d'identification dans les pays, facilement sur le plan de l'AML et autres. Alors, monsieur Herman, aujourd'hui, comment est-ce que les fintechs du Bénin se positionnent-elles par rapport à leurs homologues dans la région UEMOA et quelle stratégie pourrait leur permettre de mieux se développer à l'échelle régionale? Il faut dire qu'il y a encore rien de formel, hein. Il y a des synergies, on se connaît bien à l'échelle de lui et moi. On se suit, on ne s'épie pas, mais on se suit. Tout le monde chacun veut faire un peu plus que l'autre, ou bien compter sur l'autre pour mieux faire. Et donc, moi, je vois les choses en termes de compétition parce que si je prends le cas du FEDAPI, qui est moi ma fintech, on, on supporte beaucoup d'autres fintechs de lui et moi, par exemple, pour qu'elles adressent des régions où nous sommes, où elles ne sont pas. De la même manière, des fintechs de l'UEMOA nous supportent, nous, pour qu'on adresse des régions où nous ne sommes pas, où ces fintechs-là sont. Pour vous dire qu'on collabore, vous voyez un peu. Et ça existe sur tous les domaines hein, des fintechs, que ce soit le crédit digital, que ce soit le paiement, que ce soit le paiement de masse ou les transferts et autres. Il y a vraiment une synergie pour collaborer.
Et comme nous savons que nous sommes dans un panier où on est un peu de côté par rapport aux acteurs, bon, je veux dire on était un peu de côté par rapport aux acteurs mieux réglementés par la BCEAO, on essaye de se soutenir quand même pour avoir un répondant unique par rapport aux régulateurs. Donc ça permet de mieux souder les liens. Mais vous savez, quand on parle d'innovation, la collaboration ne peut qu'être bonne. On est obligé de collaborer pour faire avancer l'innovation financière. Mm. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Alors, aujourd'hui, quelles sont les priorités de l'association pour les 2 prochaines années et quel impact est attendu sur l'écosystème des fintech au Bénin? Maintenant qu'on a pu créer cette association, on a pas mal d'ambitions. En premier lieu, c'est de faire un recensement vraiment exhaustif. Pour ce qu'on sait de ça et là, il doit y avoir une bonne vingtaine de fintech au Bénin, au moins. Il faut bien aller à la pêche des 13 autres ou des 15 autres, on ne connaît pas le nombre exact. Et donc, en faisant ça, non seulement on assoit la légitimité de la FIN, mais en même temps, on va créer en fait cette obligation pour toutes les fintechs qui viennent de se faire connaître par la FIN. En deuxième lieu, créer des mémorandums d'entente avec les autres types d'associations pour faciliter la collaboration sur le plan technique, financier et autres. Donc, l'association des UME, il y a ce qu'on appelle chez nous le club DSI, qui est une association de tous les ingénieurs, en tout cas techniques, hein, informatiques du Bénin. Donc, faire des mémorandums pour faciliter les échanges entre nos associations. Aller aussi sur le volet de la formation, d'accord? Créer également un creuset pour la facilité de la conformité des fintechs, hein, parce que plus on est ensemble, plus on arrive à avoir une meilleure vue de ce qu'il faut faire et plus on a face à soi, en fait, des gens qui peuvent mieux vous expliquer comment se comporter. Donc, on va créer, en fait, une petite commission sur la conformité. Donc, ça va faciliter la tâche à toutes les fintechs pour, euh, pour se conformer et tout. Et aussi, c'est de pouvoir se faire découvrir par les autres fintechs. Donc, on va faire pas mal de descentes sur d'autres pays, donc la Côte d'Ivoire, le Mali et autres. On va faire quelques voyages pour faciliter donc cette collaboration entre les fintechs. Merci beaucoup, Herman, d'avoir participé à notre vidéocast et de nous avoir offert aussi une vision complète de l'écosystème des fintech au Bénin. Et à tous nos auditeurs, je vous invite à visiter les sites de MicroSafe Consulting et aussi de la finance digitale pour découvrir davantage de contenu sur l'écosystème des fintech de façon générale. Et merci et à très bientôt. Bien, au revoir. Au revoir.